Alors la question c'est pourquoi les Chinois se sont renforcés et les États-Unis se sont affaiblis sur le plan des technologies où ils avaient une grande avance. Depuis, en fait, ils ont dérégulé, comme on dit, le secteur des télécoms en 96 et ça a joué un rôle. Ils ont dérégulé, c'est-à-dire que les entreprises de télécom privatisées ont pu se livrer à une concurrence déchaînée pour l'emporter sur leurs concurrents. Mais quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Mais pour attirer les capitaux, pour attirer des actionnaires, les entreprises de télécom distribuent des dividendes importants aux actionnaires qui font que les riches vivent maintenant très très riches, mais ça leur pose un problème, c'est-à-dire qu'ils investissent moins, ils investissent moins dans le renouvellement de leur technologie et dans leur appareil productif, et donc les États-Unis ont quasiment cessé d'innover sur ce plan-là entre 90 et 2000. Ça, c'est une indication très claire, je trouvais ça dans les pages économiques d'un journal tout à fait mainstream, disant, voilà, ils ont laissé aux opérateurs la liberté de choisir leur technologie, ils ont dérégulé, mais cette lutte fait que les firmes des États-Unis, comme Lucent et d'autres, se sont affaiblies, ont finalement été rachetées. Et dit-il, voilà, la Chine a conquis une énorme avance. En 2017, en 3 mois, ils ont construit plus d'antennes 5G que les États-Unis en 3 ans. Donc, ça nous amène à la question fondamentale que je voulais soulever aujourd'hui, c'est comment ça se fait que cette économie chinoise acquiert une telle avance sur les États-Unis? Parce que c'est en contradiction avec les discours qu'on nous sort. On nous dit la Chine, c'est dirigé par un parti communiste et donc ça ne peut pas marcher. Le plan, c'est pas bon, il faut laisser les entreprises, c'est la liberté des entreprises qui fait que ça va mieux marcher. Moi, je vois une chose, on doit réfléchir en dehors de tout préjugé là-dessus. On ne doit pas se dire j'aime ceci, j'aime pas cela, j'aime les communistes, je les aime pas. On doit essayer d'analyser les faits et on doit essayer de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui dans l'économie actuelle et pourquoi. Et en fait, on doit, sur cette question, à mon avis, se dire en tout premier quelles sont les sources. Qui m'a informé sur la Chine, de même que sur d'autres pays d'ailleurs. Si les sources d'information sont toutes basées en Occident, sont toutes contrôlées par des médias ou des groupes ou des think tanks qui en réalité n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une alternative et à ce que les gens regardent ailleurs, et des médias qui ont intérêt à nous dire qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a pas d'autre solution, alors on doit se dire que nos sources ne sont pas correctes, qu'on n'a pas vraiment l'information complète et qu'on ne peut donc pas avoir une opinion. Donc je crois qu'il faut le premier réflexe dans ce genre de questions, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Et à partir de là, on peut vraiment réfléchir et se libérer de tout ce qu'on nous raconte. Et donc, récemment, là, j'ai lu un petit bouquin très intéressant, une remarque encore, parce qu'il y a en France, en Europe, il y a beaucoup d'arrogance chez les intellectuels. Ouais, la Chine, ça vaut rien. D'ailleurs, la Chine, c'est devenu capitaliste, c'est fini, il faut plus rêver. Et donc, je crois on doit pas se laisser impressionner. On doit sortir des préjugés, des clichés qui sont répandus autour de nous sur la Chine, comme sur Cuba, comme sur tout plein de pays d'ailleurs. Le Venezuela, bien sûr, dont on parlait la semaine passée avec Romain Migus. Et on doit quand même reconnaître une chose. La Chine a sorti 650 millions de gens hors de la pauvreté en quelques décennies à peine. 650 millions. L'extrême pauvreté en Chine, ça n'existe plus. Et si on compare avec le fait que la Chine était très pauvre quand elle s'est libérée du colonialisme occidental et de la guerre, en 1949, la Chine était au niveau de la même pauvreté que l'Inde ou l'Afrique. Donc il faut comparer maintenant combien de pauvres il y a dans ces deux continents et combien il n'y en a plus en Chine. Et donc ça demande un peu moins d'arrogance, un peu plus de respect et surtout un peu plus. Je ne vous demande pas de trouver que Xi est un homme formidable, qu'il faut voter communiste. Je vous demande juste de réfléchir aux faits. Pourquoi ça marche? Et là, il faut se dire une chose, si la pauvreté a été éradiquée, c'est parce qu'il y a une économie contrôlée et une économie planifiée, avec une direction, et c'est quelque chose qui
ressort très très bien dans un petit bouquin de Rémi Herrera, avec le reflet, je me demande si vous pouvez lire les auteurs, mais bon, c'est Rémi Herrera Chiminglong, c'est paru aux éditions Critiques, et le titre est La Chine est-elle capitaliste? J'ai trouvé là-dedans, bon, la Chine, c'est un pays que je suis depuis longtemps, je pense que c'est ultra important ce qui se passe là-bas, et j'ai trouvé euh, plusieurs chiffres très intéressants, peu connus, sur lesquels il faut réfléchir. Euh, Herrera et son collègue indiquent que, en fait, il ne faut pas croire que c'est maintenant que la Chine serait devenue capitaliste que son économie s'est développée. Ils indiquent que, en fait, le taux de croissance du PIB, donc de la production globale du pays, avait déjà été très élevé pendant les 10 années avant la décision d'ouvrir le pays, d'ouvrir l'économie au système mondial et d'importer des usines et d'exporter des produits. Le taux de croissance économique de la Chine, dit-il, atteignait déjà 6,8% entre 70 et 79, soit plus du double des États-Unis dans cette même période, donc avant la crise économique. Ça, c'est une première chose sur la croissance de la Chine. Une deuxième chose qui est totalement passée sous silence chez nous, c'est que si le système économique chinois est fort, c'est parce qu'il reste un secteur public très très important qui joue un rôle décisif, un rôle de moteur dans l'ensemble de l'économie, y compris les secteurs privés. Je lis ça parce que ça vaut vraiment la peine de réfléchir. Une explication, on dit Herrera et Chiminglong, une explication de la force de ces entreprises publiques chinoises est qu'elles ne sont pas gérées comme les firmes transnationales occidentales. Ces dernières, cotées en bourse et tout orientées vers la logique de la valeur pour les actionnaires, exigent une maximisation de la distribution des dividendes à leurs propriétaires, exigent des retours rapides sur investissement et, dit-il, ils fonctionnent en pressurant une chaîne de sous-traitants domestiques ou délocalisés. Si, on a des exemples tout plein des multinationales, de l'automobile, du textile, de toutes sortes, Ikea, qui imposent des salaires de misère à leurs sous-traitants. C'est comme ça qu'ils arrivent à gagner la bataille de la concurrence. Mais, fait remarquer Herrera, si les groupes publics chinois se comportaient de façon aussi rapace, ils agiraient au détriment des petites et moyennes entreprises locales et plus largement de tout le tissu industriel national. Et ça ne pourrait plus entraîner une croissance économique aussi dynamique. La plupart de ces grandes entreprises chinoises sont rentables parce que la boussole qui les guide n'est pas l'enrichissement d'actionnaires privés, mais les priorités données à l'investissement productif. Donc ils investissent beaucoup plus dans le renouvellement de leur appareil productif que comparé aux États-Unis et à l'Europe, et, dit-il, aux services rendus à leurs clients. Peu importe que leurs profits s'avèrent moins élevés que ceux de leurs concurrentes occidentales, si elles servent en partie au moins à stimuler le reste de l'économie domestique et à déplacer une vision de rentabilité immédiate dès lors que leur commandent des intérêts stratégiques supérieurs. Et donc, ils versent peu de dividendes à l'État actionnaire, approximativement 10%. Et donc, selon Herrera, et je pense qu'il a raison, c'est ce secteur public qui reste important reste un facteur clé du développement de l'économie chinoise. En fait, j'ai tantôt dit que les groupes privés de télécom aux États-Unis n'avaient plus fait tellement de recherche et de développement. Et en fait, les auteurs étudient comment ça s'est fait en Chine. Et je cite, l'investissement dans le secteur de l'éducation a été très important et a visé une massification de l'éducation depuis donc le début de la Révolution avec Mao. C'est un des piliers essentiels de la stratégie de succès de l'économie chinoise. Et là-dessus, je me souvenais d'une lecture que j'ai faite récemment. Je travaille pour l'instant sur les fondations des États-Unis pour un prochain bouquin. Et je lisais dans un bouquin paru aux États-Unis que dans les années 60, la fondation Rockefeller, qui est très connue pour sa philanthropie, entre guillemets, qui s'occupe beaucoup d'éducation, avait sorti toute une série de rapports disant qu'il ne fallait surtout pas que les pauvres aillent à l'université aux États-Unis, qu'il fallait vraiment faire en sorte que les universités restent
réservé à l'élite bourgeoise et qu'il fallait de l'enseignement, bien sûr, pour les pauvres, mais pas du tout du même niveau. Donc ça, c'est une contradiction totale et je crois que ça joue un rôle très très important dans le développement. Et bon, c'est Herrera qui le dit. Un autre argument sur le succès des Chinois, c'est de dire oui, mais c'est parce qu'ils ont mis tout à l'exportation, ils ont des usines avec des conditions salariales très basses et tout à l'exportation, donc c'est une croissance artificielle et voilà. Ça, c'est un succès, c'est une manière d'expliquer le succès comme éphémère. En fait, euh, Herrera explique dans son livre que en fait, les coûts salariaux ne représentent qu'une très faible proportion des prix de vente totaux des produits exportés chinois, en fait pas plus de 10% en moyenne. Et, dit-il, même si les salaires ont tendance à croître beaucoup plus vite en Chine que dans les pays concurrents du Sud, ça ne compense pas les frais de transport vers les pays importateurs, qui sont évidemment plus importants, puisque la Chine est loin des marchés où elle vend. Et donc, l'explication, dit Herrera, c'est que le succès de la Chine à l'exportation est en réalité dû surtout aux charges moins lourdes des produits fournis par les grandes entreprises publiques au reste de l'économie à des prix relativement bas. Donc, si le secteur public a des prix relativement bas et comme ça développe l'ensemble de l'économie, c'est ça qui peut donner un avantage intéressant. Et évidemment, j'ai oublié de dire quels étaient ces secteurs des entreprises qui restent publiques en Chine. Il y a les carburants, il y a la sidérurgie, bien entendu, il y a le pétrole, la banque, le gaz, les transports, les télécommunications, l'armement aussi. Et donc, c'est un secteur public important. Et en fait, les salaires en Chine sont carrément en train d'augmenter et on est carrément en train, en fait, d'avoir un autre modèle de développement en Chine, c'est-à-dire que c'est surtout la croissance intérieure, la croissance de la consommation de la population, qui va stimuler l'économie chinoise. Et en fait, j'ai lu quelque part, si je le retrouve, que oui, voilà, on croit toujours, oui, la Chine, c'est un pays qui vit de ses exportations. Et souligne Herrera, la part des exportations a été très forte au début des années 2000, plus de 35%, mais le gouvernement chinois a pris des mesures pour limiter ça et c'est maintenant seulement 20%. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comparer. Dans la zone euro, la part des exportations dans l'économie est de 45%, l'Allemagne 36%, la France 30%. Donc en fait, ils dépendent plus de leurs exportations que de la Chine. Bon, je ne vais pas me lancer dans un énorme cours d'économie, mais c'est à mon avis important de comprendre, au-delà de ce qu'on nous raconte ici à la télé, que en fait une économie avec une direction centralisée, avec une planification organisée, qui n'est donc pas dans l'intérêt à court terme, qui n'est donc pas dictée par l'intérêt d'une petite minorité du 1% qui dirige les multinationales, est en fait beaucoup plus efficace que l'absence de planification qu'il y a aux États-Unis et en Europe. Donc je crois que ça c'est une réflexion intéressante.